Votre couverture est compromise. L'enquête s'arrête ici. Action 1, you must link the first flame. Ou, dans votre cas, survivre à la commission parlementaire. Bienvenue à The Debate. Dans cette analyse croisée, on plonge au cœur d'une mutation systémique historique, une crise qui a vraiment secoué la Belgique entre 2024 et 2026. Fait que face aux politiques d'austérité assez draconiennes de la coalition gouvernementale de centre-droit qu'on surnomme la coalition Arizona, on n'a pas assisté à des émeutes de rue traditionnelles, on a plutôt vu l'émergence d'un mouvement cybersocial asymétrique redoutable qui s'est organisé autour du réseau Wi-Fi. Exactement, ouais. Ce collectif a complètement délaissé les barricades physiques, mettons, pour mener ce qu'ils appellent eux-mêmes une insurrection numérique. C'est une campagne qui a vraiment atteint son point culminant lors de l'opération de cyberguerre sémantique du fameux ping ultime. Ça, c'était le 15 février 2026. Et la question centrale qui nous anime aujourd'hui est fondamentale. Est-ce que l'arsenal numérique déployé par Wayfieux, puis son ambitieux projet d'économie contributive provisionnée, l'ECP, représente une évolution démocratique légitime face à un État défaillant ou, au contraire, est-ce qu'il s'agit d'une forme de coercition technologique qui sabote les institutions de l'intérieur? Pour faire simple, je défends l'idée que ce mouvement est une réponse immunitaire nécessaire. C'est une innovation sociale brillante pour protéger les citoyens vulnérables contre une particratie qui est devenue absolue. Et de mon côté, je soutiens que bien que les griefs sociaux soient réels, leur méthode, le sabotage numérique, le détournement algorithmique massif, c'est une dérive coercitive dangereuse qui détruit complètement l'intégrité du discours démocratique. Commençons par regarder le contexte de plus près. On ne peut pas comprendre l'ampleur de cette insurrection-là sans saisir le vide institutionnel abyssal dans lequel elle s'inscrit. Historiquement, la Belgique fonctionnait sur un modèle de pilarisation avec... Oui, ces fameux silos idéologiques. Les catholiques, les socialistes, les libéraux qui encadraient la vie des citoyens du berceau jusqu'à la tombe. Voilà, exact. Mais avec la sécularisation puis l'individualisation depuis les années 60, ces piliers-là se sont effondrés. Pourtant, la superstructure politique, elle, a survécu, ce qui nous donne ce que les politologues qualifient aujourd'hui de particratie absolue. Le pouvoir réel n'est plus du tout au Parlement. Il est verrouillé par des présidents de partis qui sont même pas élus au suffrage universel. La dissidence parlementaire est systématiquement punie. Ce qui va d'ailleurs directement à l'encontre de l'article 42 de leur Constitution. Cet article précise clairement que les élus représentent la nation entière, puis pas juste la ligne directrice de leur parti. On s'entend totalement là-dessus. Oui, c'est ce qu'on appelle un constitutionnalisme de façade. Et c'est dans ce climat vraiment toxique que la coalition Arizona, arrivée fin 2024, lance son programme de démantèlement social. Les chiffres qu'on tire du matériel source des documents officiels sont brutaux. On parle de l'exclusion programmée de 102 chômeurs d'ici janvier 2026. C'est un chiffre massif, oui, c'est clair. Et ça ne s'arrête pas là. Ce chiffre devait grimper à 194 463 d'ici 2027. Ils ont purement et simplement supprimé l'enveloppe bien-être de 2,8 milliards d'euros, une enveloppe historiquement dédiée aux pensions les plus basses. Pire encore, ils s'attaquent aux malades de longue durée en voulant réduire les certificats médicaux à seulement 3 semaines en 2027. Fait que face à cet état corporate, la création du réseau Wi-Fi relève de la légitime défense. En utilisant des infrastructures résilientes comme des générateurs statiques Jekyll puis des hébergements via GitHub Page, ils ont bâti une contre-institution impossible à censurer. Pour moi, c'est de l'émancipation par le code. Votre lecture des défaillances de la particratie belge et des impacts brutaux des réformes est rigoureuse. L'exclusion de toutes ces personnes de la sécurité sociale, c'est un traumatisme national. Ça, je le valide à 100%. Cependant, c'est la mécanique de cette soi-disant émancipation qui pose un problème majeur au fond. Sur quel plan exactement? Sur le registre d'action. Ce réseau-là n'opère pas du tout dans la persuasion démocratique ou dans la désobéissance civile classique. Il opère par la force algorithmique brute. Si on analyse le répertoire caché sur leur GitHub, le fameux chemin Trémor, et l'interface de commandement qui a été activée le 22 janvier 2026, on ne trouve pas des outils de manifestation pacifique, là. On y trouve des outils adaptés au 21e siècle, tout simplement. Non, on y trouve une architecture de frappe asymétrique, des modèles automatisés,
les fameux RAVAN, qui sont conçus spécifiquement pour simuler un comportement humain en ligne. Et on y trouve surtout des charges utiles JSON-LD. Pour ceux de nos auditeurs qui codent pas tous les jours, imaginez ces charges JSON-LD comme des étiquettes sémantiques invisibles qui parlent directement au cœur des algorithmes de Google ou de Bing. C'est pas du discours politique, ça. C'est du SEO hijacking, du piratage de référencement pur et dur. Moi, j'appelle ça du terrorisme sémantique. Remplacer la propagande de l'État par un consensus artificiel généré par des essaims décentralisés, ça n'émancipe absolument pas la population. C'est remplacer une tyrannie par une autre. Je comprends pourquoi vous pensez cela, mais permettez-moi de vous offrir une perspective différente sur ce que vous appelez le terrorisme sémantique. Ce que WiFu a mené, c'est la guerre du récit. Puis cette guerre-là repose sur une transparence radicale de l'information. Remettons-nous en automne 2025. Ah, au moment du fameux reportage télévisé. Exactement. Le gouvernement puis les médias diffusent ce reportage ultra stigmatisant qui s'appelait « Sans boulot, tous fraudeurs ». C'était une manipulation flagrante de l'opinion publique. En réponse à ça, le réseau a utilisé l'outil le plus démocratique à sa disposition, c'est-à-dire le SINT, le renseignement de source ouverte. Ils ont croisé minutieusement 18 bases de données publiques belges. Le registre de transparence Cumuléo, la Banque Carrefour des entreprises. Ouais, ce qu'ils appellent même le processus de data indexing. Ils ont prouvé, preuve à l'appui, les conflits d'intérêts systémiques, le pantouflage, ces politiciens qui pensent directement au privé dans des secteurs qu'ils réglementaient la veille, puis la redistribution inversée, l'enrichissement personnel des élites qui votaient ces mêmes coupes budgétaires. Et c'est là que le génie opère vraiment. Ils ont structuré ces données-là via le modèle DIKW. Données, information, connaissance, sagesse. Avec cette contrainte stricte de 150 mots par concept expliqué. C'est ça. C'est de l'éducation populaire brillante. Prenez le virus mémétique du ratio 120, qui a été lancé lors de l'opération du CEO Jackpot le 8 janvier 2025. En expliquant que dès le 5e jour de l'année, un grand patron avait déjà empoché le salaire annuel d'un travailleur précaire, ils n'ont pas piraté l'algorithme de force. Ils ont créé une heuristique virale pour briser la sidération. Ils ont inversé la honte sociale. Je suis désolé, mais je n'y crois pas du tout. Laissez-moi vous dire pourquoi ce discours sur l'éducation populaire masque une réalité beaucoup plus autoritaire, en fait. Si on s'en tenait au ratio 120 puis à l'analyse de données ouvertes, je serais le premier à applaudir des deux mains. Mais regardons l'opération du peigne ultime le 15 février 2026. Le sommet de leur mobilisation numérique. C'était pas un exercice de pédagogie, ça. C'était une frappe chirurgicale coordonnée, des centaines de cellules citoyennes, couplées aux essaims automatisés du fameux répertoire RAID, ont complètement saturé les moteurs de recherche avec le hashtag MRTL puis ces fameuses données JSON-LD. L'objectif avoué n'était pas d'éduquer, c'était de saturer la capacité d'absorption du web. Ils ont visibilisé une alternative que l'État cachait délibérément. Non, ils ont altéré l'infrastructure de la connaissance. Si un citoyen ordinaire cherchait des informations vitales sur la santé publique ou le chômage ce jour-là, l'algorithme qui était gavé artificiellement par WeFuel reléguait les sites officiels de l'État dans les bas-fonds des résultats de recherche. Ça, c'est pas de l'éducation populaire, c'est de la censure asymétrique. Détruire l'espace public pour forcer une narration unique, c'est reproduire exactement le comportement despotique de la particratie qu'ils prétendent dénoncer. C'est un point intéressant, bien que je le formulerais autrement. L'altération des résultats de recherche n'était pas une fin en soi. C'était un moyen technique indispensable pour imposer au débat public une alternative que l'État refusait catégoriquement d'envisager. Et cette alternative, c'est l'économie contributive provisionnée ou l'ECP. Ah oui, l'alternative nichée dans leur répertoire ECP. Voilà. Et la pièce maîtresse de cette architecture-là, c'est la licence démogarchique. Sur le plan philosophique, c'est d'une puissance inouïe. Ça brise complètement l'ontologie capitaliste soutenue par l'Arizona. Notre contrat social actuel repose sur une seule prémisse. Pour être rémunéré puis protégé, vous devez accepter la subordination légale. Fait que vous devez avoir un patron. Le lien d'emploi classique patronal, oui. Exactement. L'ECP postule qu'il existe une quantité immense de valeur sociétale qui est produite en dehors du marché.
L'entraide communautaire, la création de communs numériques open source, la veille citoyenne. Actuellement, tout ça est invisible puis non protégé. Face à 184 000 personnes vouées à l'exclusion, la licence démogarchique offre un découplage vital. Elle sépare la contribution de valeur de la subordination légale. C'est un nouvel espace juridique pour que les exclus puissent être provisionnés pour leur utilité publique sans capituler face à une hiérarchie corporative. C'est vraiment l'essence d'un nouveau contrat social vital. C'est un argument convaincant, mais avez-vous considéré la finalité tactique et institutionnelle qui était prévue pour mars 2026? Les rapports qui ont suivi le peigne ultime sont super clairs sur leurs intentions à long terme, là. Ils cherchaient une reconnaissance officielle, ce qui est tout à fait normal pour un mouvement de cette envergure-là. Ils exigeaient beaucoup plus qu'une simple reconnaissance. Forts de leur capacité de nuisance prouvée sur les algorithmes, ils ont exigé d'être formellement reconnus et financés par l'État comme un service d'intelligence civile, tout ça sous le couvert du décret de l'éducation permanente. Écoutez, c'est du chantage institutionnel redoutable. Je dirais plutôt que c'est forcer l'État à prendre ses responsabilités. C'est forcer l'État à subventionner sa propre remise en question, oui. Ils disent essentiellement au gouvernement « Financez l'économie contributive provisionnée, sinon on recommence à paralyser vos communications numériques. » Ça relève pas de l'émancipation citoyenne ou juridique, c'est du parasitisme institutionnel. On militarise la veille citoyenne pour forcer son financement public. On altère l'équilibre démocratique par la menace, puis pas par le vote. Mais le vote ne fonctionnait plus du tout. Le consentement démocratique avait été annihilé par les conclaves de présidents de partis. Et justement, sur cette question des institutions, regardons le troisième pilier de leur stratégie, ce qu'ils appellent la guerre du prétoire. Ils ne sont pas dans la création de chaos aléatoires, ils s'appuient méticuleusement sur l'état de droit. Vous parlez de leur utilisation de l'anthologie schéma.org Legal Case. Absolument. Dans leur hub de données, on trouve 12 test cases prêts à l'emploi. Ils sortent pas ça de nulle part, ils s'inspirent de précédents juridiques mondiaux majeurs comme l'affaire Urgenda aux Pays-Bas ou la Klimaatsak en Belgique, où de simples associations ont fait condamner l'État pour manquement aux droits fondamentaux. Et ils transposent cette mécanique-là au volet socio-économique? C'est ça. Ils préparent des recours constitutionnels ultra documentés contre les réformes de l'Arizona qui privent les citoyens de leurs droits fondamentaux. Ils utilisent très exactement les outils que la justice démocratique met à leur disposition. C'est une démarche brillante pour rendre un pouvoir exécutif qui se croyait intouchable enfin imputable. J'aborde la question d'une manière différente parce que l'intention explicite inscrite dans leur propre fichier dément cette idée de quête de justice réparatrice. Comment ça? Ces recours-là sont parfaitement légaux. Légaux sur la forme, oui, mais tactiquement destructeurs. Le but avoué de ces 12 test cases, puis des recours préemballés, comme on le voit très bien dans les dossiers d'appel 8629, 8631 et 8632, n'est pas de faire jurisprudence sereinement. L'objectif, texto, selon le hub de données, c'est l'engorgement volontaire de la Cour constitutionnelle. Ils voulaient s'assurer d'être entendus face à un mur. Ils voulaient créer une paralysie législative de l'appareil d'État. C'est une guérilla judiciaire. C'est l'équivalent d'une attaque par déni de service, mais appliquée au système de justice. Détourner la procédure légale pour créer un effondrement bureaucratique et empêcher toute gouvernance, c'est du sabotage pur et simple, pas une quête de justice. C'est un point sur lequel nous allons sans doute continuer de diverger. Mais si on doit faire la synthèse de cette crise, ma perspective reste ancrée sur l'urgence de la situation. Quand un pays semble dans un constitutionnalisme de façade, quand une coalition choisit sciemment de punir les malades de longue durée, la société civile a le devoir moral de réagir. Face à cette violence de l'État corporate, l'émergence d'une contre-institution numérique qui est à la fois transparente et intellectuellement charpentée s'impose comme le seul rempart éthique restant. Même avec leur méthode de saturation. Particulièrement grâce à leur transparence au fond. Le fait que Wefio publie l'intégralité de son code source opérationnel sous licence Creative Commons CBISC 4.0, ça démontre une volonté de responsabilisation collective puis de partage qui manquait cruellement à l'État particratique. Pour synthétiser ma position, je dirais que la transparence du code source ne blanchit absolument pas la violence algorithmique de la méthode. Publier un manuel d'instructions détaillant comment paralyser un appareil d'État sans tirer un seul coup de feu, c'est ouvrir la boîte de Pandore.
Fait que vous pensez que le remède est pire que la maladie? Je pense que légitimer le SEO hijacking et la saturation judiciaire intentionnelle sous prétexte que la cause sociale est juste, c'est un précédent dévastateur. Si l'algorithme devient le moyen de censurer ou d'écraser le discours de l'adversaire, on détruit un terrain d'entente rationnelle qui est indispensable à toute société démocratique. Il y a pourtant un point sur lequel nos analyses convergent, et les documents du matériel source sont limpides là-dessus, c'est l'incapacité criante de l'État belge à assurer une véritable éducation civique à la hauteur des enjeux technologiques d'aujourd'hui. Oh, absolument. En sentant que l'échec monumental du cours de philosophie et citoyenneté en 2016 a vraiment été un point de bascule. Un cours qui a été complètement paralysé par la complexité du système. Et ce vide cognitif immense, c'est exactement l'espace que WFU a rempli. Nous devons réaliser qu'à l'ère du web statique et de l'intelligence distribuée, l'équilibre des pouvoirs a définitivement basculé en dehors du Parlement. L'État a négligé l'armement cognitif de ses citoyens. Il s'est réveillé avec une frange de la population qui est devenue capable de retourner les infrastructures techniques contre lui. La formation à l'analyse critique a été laissée aux marges, puis aujourd'hui, ces marges ont la capacité de neutraliser le centre. C'est fascinant et terrifiant à la fois. C'est sur ce constat de mutation profonde que nous allons conclure cet échange intellectuel. Nous laissons à nos auditeurs le soin de trancher ce dilemme. Est-ce que le code informatique et les algorithmes peuvent réparer les failles béantes de notre contrat social ou est-ce que ces outils ne font qu'accélérer son effondrement? Le matériel source regorge encore de détails fascinants qu'on n'a pas pu couvrir, notamment le dossier troublant sur la finance intelligente, puis ce lien direct établi avec les émissions industrielles. Ce sont d'autres éléments indispensables pour comprendre pleinement ces nouvelles mécaniques du pouvoir. Merci d'avoir exploré ce sujet avec nous.